Bienvenue sur My Marketing Podcast, votre double dose d'inspiration business. C'est Laurie et Sandy Jacobi. On est entrepreneurs et spécialistes en marketing chez My Marketing Experience depuis plus de 10 ans. Et on est sœurs depuis toujours. Après avoir accompagné des centaines de dirigeantes et de dirigeants, on sait que les entreprises qui réussissent le mieux sont celles qui investissent dans le marketing et pas l'inverse. Nous, ce qu'on veut, c'est rendre le marketing accessible, pragmatique et fun. Donc si vous êtes entrepreneur, dirigeant d'entreprise ou marketeur et que vous voulez progresser, être inspiré et passer à l'action, abonnez-vous, vous êtes au bon endroit. Ici, au travers d'épisodes en solo et avec des invités, vous trouverez les méthodes, les outils et les meilleures pratiques marketing pour prendre les bonnes décisions pour votre entreprise, augmenter vos performances et votre niveau de kiff. Et de temps en temps, on propose des épisodes en duo pour vous partager sans filtre notre parcours d'entrepreneur. Que vous soyez au bureau, dans les transports ou en séance de sport, ce moment est pour vous. Alors profitez-en et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Delax. Salut Fabien. Salut, bonjour. Alors Fabien, toi, tu es dans le marketing digital depuis 20 ans. Tu es consultant en innovation et transformation et tu es aussi Head of Growth dans la startup Flora. Tu enseignes, tu fais énormément de choses, mais surtout, tu es solopreneur dans La Grosse Boîte où tu es consultant et formateur en growth marketing et on va dire avec un énorme faible quand même pour LinkedIn. Et en fait, Fabien, je pense que comme des milliers d'autres personnes, je vais même dire des centaines de milliers d'autres personnes, je t'ai découvert sur LinkedIn via tes carousels que j'adore et qui parlent de LinkedIn, de growth marketing. Et en fait, moi, à chaque fois, je vais te faire une confession, c'est un mélange d'admiration. Et au fond de moi, si je suis hyper honnête, il y a vraiment de la jalousie, un petit peu. C'est pas beau, c'est pas un beau sentiment, mais j'avoue, je suis un peu jalouse de tes carousels. Parce que perso, les miens, en fait, ils sont assez pourris, je les aime pas du tout. Et c'est même un format que je sais est super bien, mais j'ai un peu du mal avec. Donc, je me suis dit, plutôt que de me demander comment tu faisais, d'essayer d'analyser, le mieux, c'était de t'inviter sur My Marketing Podcast pour que tu nous racontes tout et que tu nous dises comment on peut faire des carousels qui cartonnent en 5 étapes. D'abord, merci pour le compliment. Je t'en veux pas d'être un peu jalouse. Je suis même flatté, en fait, que tu me dises ça. Et j'espère qu'après cet épisode, tu auras des astuces concrètes pour faire mieux. Mais j'ai pas l'impression que tes carousels soient si pourris que ça. Ah, comparé au tien, je t'assure, ils tiennent pas la route. mais grâce à toi, je vais m'améliorer. Et je pense que même grâce à toi, les auditeurs vont tous s'améliorer. Ouais, et un truc que je voudrais peut-être dire, c'est que, comme tu l'as dit, je suis dans le marketing digital depuis plus de 20 ans. Mais je suis pas designer, donc les conseils que je vais donner aujourd'hui sont des conseils qui sont applicables à tout le monde, quoi, qu'on soit designer ou pas. Après, il faut un certain sens du design, mais il faut pas forcément maîtriser des outils complexes comme Photoshop, ce genre de choses. Super, tant mieux, ça me rassure parce que clairement, moi, le design, c'est pas du tout un domaine dans lequel j'excelle. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer pourquoi les carousels sur LinkedIn, c'est un format qui est intéressant? Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans le format carousel. Le premier, en fait, c'est d'abord l'aspect visuel. Quand tu es une marque ou même quand tu construis ta marque personnelle, il y a des éléments de marque, un brand asset ou un attribut de marque, on appelle ça un petit peu comme on veut. Moi, j'utilise beaucoup de mots franglais et je m'en excuse. Et si je le fais, tu m'arrêtes et tu me demandes d'expliquer. Mais c'est que ça permet en fait d'avoir le support visuel pour communiquer sur sa marque et pour ancrer quelque part visuellement sa marque. Ses couleurs, son logo, sa charte graphique, etc. C'est super important parce que c'est vrai qu'on l'oublie facilement, mais le cerveau humain, il capte beaucoup plus rapidement les images que le texte. Et pour avoir de la mémorisation d'une marque, il ne faut pas hésiter à utiliser aussi des éléments visuels. Et donc, j'imagine que le carrousel, c'est hyper pratique pour ça, quoi. Ouais, c'est clair. Et moi, je le vois bien, les gens me disent, comme tu l'as dit un petit peu en introduction, que je suis hyper reconnaissable. Et mémorisable. Et mémorisé même. Ouais, et mémorisé. Donc voilà, ça c'est vraiment les éléments visuels, quoi. C'est vraiment intéressant. Donc ça crée en fait une meilleure compréhension du message aussi, puisque comme tu l'as dit, une image vaut 1000 mots, et puis ça permet de travailler à ton identité visuelle. Deuxième avantage, en fait, c'est vraiment que c'est super facile à consommer. Donc on est à une époque où finalement, j'ai lu justement une étude récemment, c'est que en 2000, notre temps d'attention moyen était de 12 secondes et demie. L'étude a été refaite en 2015, il était passé à 8 secondes et demie, ce qui est très très peu. Quasiment divisé par 2 en plus. Ouais, ça a perdu un gros tiers, quoi, ouais.
Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que quand tu regardes le temps d'attention d'un poisson rouge, c'est 9 secondes. Ça fait mal. Ça fait mal, ça fait très mal. Et j'imagine même pas si on refaisait l'étude là en 2023. C'est intéressant de faire ça parce que c'est facile à consommer, donc notre temps d'attention il est très faible. Et donc quand tu regardes un carrousel, c'est assez facile à consommer. T'as un peu l'impression d'être sur TikTok, mais dans l'autre sens, quoi. Tu scrolles gauche-droite et pas du haut vers le bas. Un autre avantage, le troisième, c'est vraiment que d'un point de vue algorithmique pour LinkedIn, et on sait que c'est de plus en plus important parce que ces derniers mois, il y a eu une diminution de la portée organique des publications. Ça donne des signaux positifs à l'algorithme quand les gens passent du temps sur ton post, ce qu'on appelle le dwell time. Et du coup, un carrousel, s'il n'est pas trop court, hein, du coup, en fait, ça permet aux gens de passer un peu de temps dessus. Donc moi, ce que je conseille, c'est un minimum de 7, quoi, même si j'ai constaté que dans mon expérience, entre 14 et 21 slides, c'est la bonne tape, quoi. Ok, 14-21. En fait, ça permet de faire passer plus de temps au lecteur sur ton post et donc l'algorithme va le valoriser et le montrer à plus de personnes. Ouais, exactement. Et alors, une dernière chose, c'est pas dans le pourquoi c'est intéressant, mais c'est dans le pour qui c'est intéressant. Finalement, c'est un format. Je constate que ça fonctionne très bien pour les profils perso, mais il y a encore beaucoup d'entreprises qui cherchent, parce qu'elles ont une certaine taille, à communiquer via leur page entreprise. Et du coup, c'est un format qui fonctionne très bien aussi sur les pages entreprises. Et je le conseille à tous mes clients. Eh ben écoute, tu sais quoi, c'est un super tip parce que autant les carousels, j'en utilise de temps en temps sur mon profil perso, mais pas tant que ça sur notre page entreprise. Donc j'ai peut-être commencé à réviser ma copie grâce à toi, parce que maintenant je vais aimer les carousels grâce à toi, je le sens. Et tu peux les réutiliser, donc ceux que tu as publiés sur ton profil perso, de Recyclage, bien sûr. effectivement. Super, merci Fabien. Je pense qu'on est maintenant tous convaincus de l'utilité des carousels. Est-ce que du coup tu peux rentrer dans ta méthode, nous dire un petit peu les étapes de la création pour faire un bon carrousel qui va bien scorer? Ouais. Alors, l'idée, c'est que j'ai 5 étapes, mais j'en ai rajouté une au début, qui est un petit peu le prérequis quelque part. L'étape 0, en fait, c'est d'avoir une stratégie éditoriale. Et donc de faire rentrer ces carousels, ce format, dans le cadre de sa stratégie. Si tu fais un carrousel de manière complètement isolée, dans une stratégie où tu vas publier plutôt des contenus 100% texte, si tu regardes un mec comme Thibault Louis, qui aujourd'hui publie essentiellement des textes ou images plus texte, le jour où il fait un carrousel, ça va peut-être être un petit peu extraordinaire, mais ça va vraiment sortir du lot, mais on va pas le connaître pour ça. Du coup, il faut vraiment que ça fasse partie d'une stratégie. Si je prends mon exemple, je fais au moins un carrousel par semaine, parfois 2. Du coup, tu as une fréquence qui est suffisamment élevée que pour générer de la reconnaissance par rapport au format aussi. Et même, moi j'ai l'impression d'en voir tout le temps des carousels, de tes carousels, parce que j'imagine qu'ils ont une espérance de vie qui est assez longue. Et du coup, ça permet de revenir dans le fil et d'occuper bien l'espace visuel en plus dans le fil. Ouais, en fait, c'est plus lié aux signaux positifs donnés à l'algorithme de LinkedIn qu'au format du post en lui-même. C'est-à-dire que les posts qui génèrent pas mal de visibilité, que ce soit des carousels ou d'autres, vont généralement avoir une durée de vie plus longue. Ça, c'est ce que j'observe aussi depuis 2-3 mois là, c'est qu'effectivement, les posts font moins de portée organique sur les premières 24 heures, mais aujourd'hui, par exemple, j'ai un post, après 24 heures, j'avais fait 140 000 vues, et aujourd'hui, je suis à 350 alors qu'on est 15 jours plus tard. D'accord. Ah oui, effectivement, il a continué de vivre dans les jours qui ont suivi. C'est cool. Ouais, complètement. Ça doit faire partie d'une vraie stratégie éditoriale. Donc, pas faire un carrousel isolé de temps en temps, mais se dire qu'il y a peut-être une fréquence à adopter et pour implémenter dans sa stratégie. Ouais, tout à fait. Et donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça doit vraiment rentrer. Tu dois faire des carousels, si tu en fais, qui correspondent à ta ligne éditoriale. C'est-à-dire que en bon marketeer, tu vas avoir des sujets, des piliers de contenu que tu vas traiter et d'autres que tu vas pas traiter. Donc, tu dois finalement, quand tu fais un carrousel, ça doit pas être un carrousel sur un sujet que tu abordes jamais. Donc, ça doit vraiment être un sujet qui fait parler de ta ligne édito. La troisième chose, c'est que quand tu fais un carrousel, comme pour un autre poste, en fait, tu dois vraiment déterminer l'objectif que tu as avec ce carrousel. Moi, je suis un grand adepte de la stratégie de contenu, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, tofu, mofu, bofu, donc une approche en entonnoir où on va avoir des posts qui vont avoir pour objectif de générer de la visibilité, d'autres pour vraiment segmenter et asseoir ta crédibilité auprès de ton audience cible, et puis des posts qui vont avoir pour objectif
finalement de convertir ou de vendre ou de faire s'inscrire à une newsletter. Et donc, quand tu crées un carrousel, tu dois avoir ça en tête. À qui ça s'adresse et finalement aussi quel est l'objectif, quoi. Donc ça, c'est vrai pour les carousels, c'est vrai pour tous les autres formats de posts. Ouais. Merci beaucoup pour ce rappel, hyper important. Donc l'étape 1, c'est vraiment de déterminer la cible. Même si, quand on a une entreprise, on a parfois plusieurs cibles, et sur LinkedIn, il y a pas mal de boîtes qui font qui ont une stratégie d'employer branding, par exemple, et donc qui s'adressent à des candidats potentiels, mais qui font aussi du commercial parce qu'elles sont en B2B, du coup, elles ont à minima 2 cibles. Quand on fait un carrousel, on ne s'adresse pas à tout le monde, on s'adresse à une et une seule cible. C'est vrai pour tous les posts, mais c'est encore plus vrai pour les carousels. Et donc, on choisit. Choisir, c'est renoncer. C'est pas grave, on fera un carrousel, un autre carrousel pour l'autre cible une prochaine fois. Exactement. Donc moi, je pense que pour chaque cible, on doit avoir une stratégie un petit peu différente. En tout cas, on doit avoir des contenus qui sont spécifiques. Moi, j'aime bien, si tu parles à tout le monde, tu parles à personne. Donc, choisis ta cible. Alors, la deuxième étape, c'est de choisir le sujet. Donc là, comme je l'ai dit, le sujet doit faire partie de ta ligne éditoriale. Mais la première chose, c'est surtout qu'il doit être clair. C'est-à-dire que tu dois vraiment choisir un sujet et pas partir dans tous les sens. Si tu parles dans ton carrousel, par exemple, imaginons que tu es consultant marketing, si tu parles de SEO, tu vas pas parler de SEA ou tu vas pas parler de YouTube Ads. Tu vas juste parler de SEO. Ok, donc hyper focus. Il vaut mieux traiter un sujet très précis que d'être trop vague. Ouais, exactement. Et donc, si tu as envie de parler aussi de SEA et de YouTube Ads, en fait, tu as 2 sujets pour 2 autres carousels. Et alors moi, du coup, là, ma question, c'est est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une très bonne pratique? Donc là, tu l'as un petit peu dit, mais par exemple, un titre de carrousel, ça pourrait être ce qu'on est en train de faire en ce moment, c'est les 5 étapes plus une pour créer un carrousel qui cartonne. Ouais, exactement. Je parlerai pas des photos, je parlerai pas de la vidéo, je parlerai que du format carrousel. Ouais. Ou alors, tu le fais un peu comme on l'a fait en introduction. On a ramené de temps en temps la comparaison du carrousel avec un autre format de post. Ça, tu peux faire, mais évidemment, tu commences pas à discuter de comment faire un bon post avec une bonne photo, quoi. Et moi, je vais compléter parce que tu disais un truc juste avant sur les entreprises qui utilisent LinkedIn pour des stratégies à la fois de vente à leurs clients, mais aussi pour tout ce qui est employeur, marque employeur. Moi, j'ai remarqué, je vois beaucoup passer des offres d'emploi, genre un vieux PDF tout pourri, alors que franchement, utilisez les carousels pour faire passer vos offres d'emploi. Franchement, ou vos opportunités de stage, c'est génial. Et c'est un seul message, une seule cible. Et honnêtement, pour l'avoir fait, ça cartonne. C'est vraiment magique comme format, c'est extraordinaire. J'en vois pas du tout assez en fait des carousels pour des offres d'emploi. Moi. Mais tu as 100% raison. Ça marche pour les offres d'emploi. Et un truc aussi que les entreprises font souvent avec ces PDF pourris, c'est les communiqués de presse. Ça, j'en vois beaucoup. Mais oui, t'as raison. T'as raison. Bah là, on vous donne plein de business case et d'applications possibles. Donc, pitié, arrêtez d'uploader vos sales PDF. C'est atroce. Faites des carousels à la place. Écoutez l'épisode en entier et vous allez voir, vous aurez beaucoup plus de succès. Donc, du coup, j'ai décidé quel était l'objectif. C'est ma ligne éditoriale. J'ai décidé à qui je m'adressais. J'ai décidé quel était le sujet qui est suffisamment, on va dire, précis pour être traité dans un carrousel. Ouais, et surtout, en fait, la dernière chose par rapport au sujet, c'est que comme on a déterminé la cible en amont, il faut s'assurer que le sujet correspond à une réelle problématique de la cible. Il faut faire le lien entre tout ça. Donc, on ne parle pas juste de ce qu'on a envie, on parle de ce qui intéresse notre cible. Tout à fait. Donc ça, c'est les 2 premières étapes. La 3e étape, ça va être l'aspect copywriting. En fait, un carrousel qui marche, c'est un carrousel sur lequel les gens passent du temps. Donc ça veut dire que c'est un carrousel sur lequel les gens vont jusqu'au bout. Et si on prend la définition ou une définition du copywriting, c'est en fait écrire pour convaincre. Et j'aime bien cette phrase, c'est l'idée de dire que en copywriting, chaque phrase doit donner envie de lire la suivante. Et donc, avec un carrousel, c'est exactement la même chose. Chaque page doit donner envie de consulter la suivante. Et donc, le copywriting, c'est un élément essentiel, au-delà du design, d'un carrousel. Et mon petit conseil, moi j'aime bien les frameworks de copywriting, mais c'est d'utiliser le framework AIDA, donc le classique du marketing. Hein. Je rappelle juste A pour attention, I pour intérêt, D pour désir et A pour action, où on va avoir finalement l'accroche, le attention qui va correspondre à la couverture et au titre, avec l'excellent exemple que tu as cité tout à l'heure, 5 étapes pour créer un carrousel qui cartonne sur LinkedIn.
Moi, je trouve que c'est intéressant d'utiliser le modèle d'écriture AIDA. Si vous avez besoin de plus d'explications, honnêtement, vous tapez structure ou framework AIDA sur Internet, vous avez tout ce qu'il faut. Parce qu'en fait, quand on n'est pas des copywriters professionnels, bah, c'est vraiment quelque chose sur lequel on peut s'appuyer pour rédiger. Après, évidemment, qu'il y en a, quand ils deviennent de plus en plus experts, ils peuvent s'affranchir de ce genre de modèle, qui fonctionne toujours très bien, ceci dit. Mais quand on n'est pas sûr, on va dire qu'utiliser AIDA, on est sûr de ne pas se tromper, en fait. Exactement. C'est un petit peu. Je sais pas quel âge a ce modèle, Moi non c'est un plus, petit mais peu à mon avis, ça fait le longtemps, hein. classique. Ouais. Ouais, ça fait longtemps. À mon avis, on va le retrouver dans les bouquins de Ogivli des années 60. Bah, écoute, en même temps, il a pas écrit des bêtises, hein, donc. Non, non, il n'a pas écrit que des bêtises. Moi, j'avais une question par rapport au copywriting. Est-ce que c'est par rapport à la longueur du texte? Parce qu'au final, on peut mettre beaucoup de texte et pas beaucoup de texte sur des slides. Donc, qu'est-ce que tu recommandes par rapport à ça? Alors, de ce côté-là, en fait, moi, ce que je recommande, c'est vraiment une idée par slide, une idée par page. Du coup, en fait, souvent, ça va être une phrase par page. Si tu regardes mes carousels, c'est souvent ce que je fais. Et parfois, ça m'arrive, je me dis, OK, j'ai une idée, il me faut 2 phrases pour la mettre, mais parfois, je prends même la décision de dire, OK, je fais 2 pages. Parce que je trouve ça plus snackable, plus facile à consommer, en fait, s'il y a qu'une phrase par page. Voilà, on revient toujours au temps d'attention. C'est-à-dire que s'il y a trop, si c'est la slide pâté en croûte où il y a 15 lignes sur le carrousel, eh ben, ça va décourager. Après, il y a des choses quand même parfois. Moi, ça m'arrive de jouer avec ça. J'ai fait un carrousel récemment, justement sur la marque employeur. Et il y avait une définition, je me souviens plus du nom de la personne qui donnait cette définition, mais qui était assez kilométrique. Je l'avais mise sur un slide. Et le slide suivant, j'avais mis un petit joke. J'avais écrit T'as pas lu, moi non plus. Euh, Excellent. Bah, bon, des fois, on n'est pas obligé, mais j'aime bien la blague, la petite blague après. Mais clairement, c'est un bon tip que tu donnes, c'est d'avoir une idée par slide et une phrase surtout. Et alors, une phrase, je répète, c'est pas complément circonstanciel, sujet, verbe, complément, COD et plus groupe nominal. Voilà. Une phrase, c'est quelque chose d'assez simple qui fait pas 12 lignes, hein. Non, on le rappelle parce que s'il y en a qui veulent tricher, ça marche pas. ouais, faut vraiment simplifier la manière dont on écrit. En fait, moi je dis, on peut oublier tout ce qu'on a appris au cours, à l'école. Sauf l'orthographe, hein, s'il vous Ouais, plaît. sauf l'orthographe. Parce que moi, je sais que j'en fais parfois des erreurs d'inattention et je me mords les doigts de les avoir faites parce que on peut pas les changer sur le carrousel, hein, encore. C'est sûr que dans nos métiers de la communication, c'est la boulette. Mais ça arrive. Quand même, mon message hein, sur LinkedIn, c'est un style d'écriture qui n'est pas valable dans la littérature. Hein. Faut pas confondre les deux. C'est pas le même style d'écriture. C'est pas de la littérature. C'est du marketing. C'est pas le même objectif, quoi. Donc le copywriting, j'ai bien compris. Maintenant, étape 4, qu'est-ce que je fais? Étape 4, c'est le design. Donc, c'est vraiment la création. C'est le plus dur. Pour les non-designers, en fait, mon conseil, c'est vraiment d'essayer de construire un template. C'est-à-dire que si tu regardes mes carousels, si tu regardes ceux de certains de mes clients, c'est toujours les mêmes pages, en fait. Il y a des modèles de pages préfaits qu'on va réutiliser de manière systématique. Donc, l'idée, c'est on va faire un petit travail au début d'investissement sur créer un modèle de carrousel avec des modèles de pages qui sont préformatés. Et alors là, j'ai une petite liste, hein, je peux vous dire. Donc, moi, ce que j'ai dans mon modèle, c'est une page de titre. Donc, elles se ressemblent toutes. Ça aide aussi à la reconnaissance de marque. Une page de contenu texte, donc la fameuse phrase qu'on va mettre sur un slide. Une page de contenu visuel, ce que je vais appeler des pages de chapitres qui sont même numérotées en grand chez moi. J'ai une page de CTA, donc d'appel à l'action, qui est finalement la dernière page du carrousel. Ouais, en fait, tu as vraiment structuré visuellement au niveau design tes carousels pour que après, quand tu les construis, tu te poses pas 10 fois la question de comment je vais le faire visuellement. En fait, tu réutilises Exactement. systématiquement les mêmes slides. Et est-ce que tu penses, enfin, si on ne se sent pas capable de le faire soi-même, c'est quelque chose qu'on peut déléguer, j'imagine. On peut trouver des personnes qui créent des templates de carousel. Ouais, tout à fait. Il y en a qui font ça. Si vous sentez pas, si pour vous c'est déjà la panique, bah, dites-vous qu'il y a des gens qui savent le faire et qui peuvent le faire pour vous. Vous les faites faire une fois et vous les utilisez tout le temps. Exactement. C'est pas un investissement systématique dès qu'on veut faire un carrousel. Et c'est pareil parce qu'il y a pas mal de marques quand on voit sur leur fil Instagram, elles ont finalement toujours le même type de visuel où on va reprendre des éléments de la charte graphique de la marque comme une couleur, une police, etc. En fait, elles demandent à leur agence ou à un freelance de créer les modèles, les templates, et puis après, elles les réutilisent elles-mêmes. Est-ce que tu as un petit tips à nous ajouter sur le design
Ouais, j'ai un modèle de page que j'ai en plus de tous ceux que j'ai cités. Je dois quand même rendre à César ce qui est à César. J'ai piqué l'idée à Lucas Baldinger, qui insère en fait une page de publicité au milieu de ses carousels. J'ai trouvé ça extrêmement smart. Et si tu fais un carrousel avec un objectif de conversion, donc avec un objectif de vente par exemple, ou d'inscription à une newsletter, bah en fait c'est très malin d'aller insérer cette petite publicité au milieu, ou ne serait-ce que pour rappeler ce que tu fais et quelle est ta proposition de valeur pour ta cible. Super smart. J'ai trop envie d'essayer. Bah, je te le conseille. Moi, je l'ai fait, et je l'ai fait une fois, et enfin non, je l'ai fait plus qu'une fois, mais je me souviens d'une fois en particulier. Il y a un mec, il a carrément commenté combien ça coûte. Bah, ça prouve que ça fait de l'effet. Ah oui, ça fait de l'effet. Et du coup, bah, on s'est parlé après en message. Bon, il s'est avéré qu'il n'y avait pas de fit culturel entre nous. Le design, c'est finalement, à partir du moment où on va l'industrialiser, hein, si je puis me permettre, c'est une étape et après, on s'embête plus avec, quoi. Exactement. Et je pense qu'en fait, on a souvent tendance, et désolé les designers, mais on a souvent tendance à surestimer l'impact du design. Faire beau, c'est bien. Faire utile et facile et simple, c'est mieux. Et j'aime bien cette citation de Steve Jobs qui disait: le design est parfait une fois qu'il n'y a plus rien à enlever. C'est juste, hein, c'est très vrai. Donc en fait, il faut que ta marque, elle soit bien reconnaissable, ça c'est certain, mais pas forcément mettre trop de fioritures et que ce soit quelque chose de joli. Il faut que ce soit surtout efficace et lu jusqu'au bout. Moi honnêtement, je favorise énormément la lisibilité parce que parfois, je veux commencer certains carousels et en fait, ça demande trop d'efforts. Pas en termes d'attention, mais en termes de lisibilité, surtout sur un smartphone. Et dans ces cas-là, j'arrête, en fait, quand c'est trop compliqué. Le plus simple, hein, pour ceux qui débutent, c'est vraiment, vous avez certainement une couleur primaire dans votre charte graphique, utilisez-la comme fond et mettez un simple texte avec la police d'écriture de votre marque dessus, et ça fera l'affaire. Et variez en fait avec une fois en titre je mets en majuscule, et sur le contenu je mets en écriture normale. Ouais, il y a un formatage. Et moi, je voulais te demander un petit peu ton avis parce que je vois quand même beaucoup passer des personnes qui font des carousels pour leur personal branding et qui mettent leur photo en bas des slides, sur toutes les slides. Est-ce que c'est quelque chose qui est utile ou pas nécessairement? Moi, personnellement, je mets pas une photo de moi, mais je mets plutôt l'icône qui est une petite fusée qui me représente. En fait, en marketing, on travaille souvent, et tu le sais, avec les biais cognitifs. Et en fait, le plus puissant de tous, c'est celui qu'on appelle le biais de simple exposition. Si je vais te poser une question, si je te demande de me citer une marque de boisson, quelle marque tu me cites en premier, là, comme ça, sans réfléchir? Bois Coca. Coca-Cola. En fait, Coca-Cola, leur stratégie, c'est d'être top of mind, c'est-à-dire d'être la boisson à laquelle tu penses quand tu penses au terme boisson ou quand tu as soif. Et comment ils font ça, en fait, avec ce qu'on va appeler une stratégie de matraquage publicitaire? Ils s'appuient sur le biais de simple exposition, ils sont là, présents partout, tout le temps. Et donc, oui, c'est efficace d'ajouter sa photo ou son Mais logo. c'est pas obligatoire. Mais c'est pas obligatoire. Tant que ça vient pas perturber le message, c'est présent, c'est pas l'élément principal du slide, quoi. Ok. Est-ce qu'on a tout vu sur la partie design, qui est un gros morceau? Il y a une question qu'on me pose souvent, c'est quel format utiliser. Donc là, je recommande deux formats. Soit le format carré, donc le ratio 1:1. Pourquoi c'est intéressant ce format? Parce qu'en fait, si tu es aussi sur Instagram, tu peux réutiliser sur Instagram. Donc tu l'exportes pas en PDF comme pour LinkedIn, mais tu l'exportes en image. Donc ça, c'est intéressant. Le deuxième format, qui est celui que j'utilise moi, parce que j'ai arrêté de republier sur Instagram, c'est le format 4/5, donc 1200 pixels par 1500 pixels. C'est en fait le format qui permet d'occuper un maximum la place sur l'écran et donc d'être le plus visible possible, surtout sur la version web en fait de LinkedIn, qui reste la plus utilisée par rapport à d'autres réseaux sociaux qui sont plutôt consommés sur mobile. Et en plus, ça tombe bien parce que Canva a sorti il y a quand même plusieurs mois maintenant le format LinkedIn Carousel, déjà avec les bonnes dimensions. Merci Canva. Super intéressant le point sur le format parce que parfois je vois des formats pas adaptés passer. Donc c'est un bon rappel. Et un tout petit mini truc aussi. Souvent, on a tendance à prendre trop de place en largeur avec son contenu sur son slide. Et alors sur LinkedIn, il y a des petites flèches gauche-droite pour passer d'une slide à l'autre. Et donc le mieux, c'est de vraiment essayer de
rentrer à l'intérieur et de pas mettre son texte derrière les petites flèches parce que sinon il n'est pas lisible. Ah ouais, super astuce, ça c'est vrai. Donc bien centrer votre texte pour que il empiète pas sur les flèches de navigation. Donc maintenant, on est hyper au point sur le design. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Étape 5. Eh ben, l'étape 5, c'est la publication. Là, en fait, le premier conseil que j'aurais par rapport à la publication, c'est que souvent, je vois cette erreur. Ce sont les gens qui publient dans le texte qui accompagne leur carrousel. Ils publient exactement le même contenu que dans le carrousel. Du coup, en fait, il y a un petit peu moins d'effet de surprise, il y a un petit peu moins de valeur. Les gens, en fait, faut se dire une chose, c'est que en réalité, le texte qui accompagne le carrousel, il n'est pas souvent lu. Quand les gens ils voient un carrousel, ils consomment le carrousel et ils lisent un petit peu moins, ils ont un peu moins tendance à cliquer sur le voir plus. Donc, faut pas faire autant d'efforts sur le texte qui accompagne le carrousel que sur le carrousel en lui-même ou que sur un post qui est basé sur du texte. On n'est pas obligé de se prendre trop la tête. Exactement. Ok, alors qu'est-ce que tu recommandes du coup? Moi, ce que je fais en fait, c'est soit j'annonce le plan du carrousel. Donc, je vais dire, par exemple, on va vous parler de 5 étapes pour créer un carrousel. Je vais dire étape 0, votre stratégie, étape 1, la cible, étape 2, le sujet, etc. etc. Soit je vais expliquer en fait le contexte qui m'a poussé à le créer en disant j'ai eu pas mal de questions sur ce sujet, du coup j'ai décidé de vous faire un petit carrousel qui résume tout ça. C'est parti. Mais le plus important en fait, c'est qu'il faut une accroche qui doit être un petit peu une espèce de version alternative du titre du carrousel. Ça marche bien. Donc, si on est sur 5 étapes pour créer des carousels qui cartonnent sur LinkedIn, on va pouvoir dire comment créer des carousels qui marchent sur LinkedIn. Non, mais moi, je sais déjà mon accroche. Je vais dire, j'étais hyper jalouse de lui, alors je l'ai invité. Maintenant, je sais tout. Parfait. Tu crois que ça va marcher? Pourquoi pas. Bon. Après, on peut tester. Hein. Il paraît que maintenant, on peut éditer ces posts sans que ça ait trop d'impact sur la portée. Donc, Ouais, j'ai entendu dire. Mais enfin, moi, j'ai petit aparté, me méfie toujours un peu des on-dit parce que parfois, ils annoncent que ça n'a pas d'impact, mais quand même, ça en a un petit peu. Donc, à tester, hein, j'ai envie de dire. De toute façon, tout se teste, absolument tout. Le message que j'ai lu, c'était faites-le si vous avez une faute d'orthographe à corriger, mais quand même pas changer le fond ou complètement des éléments clés du. Ah, si on peut au moins corriger l'horrible faute qui te fait saigner des yeux, c'est pas mal. Bon, on est arrivé à la fin. Alors, on a appuyé sur le bouton publier. Donc, ça, c'est top. Est-ce que tu as d'autres conseils? Il y a juste une chose, tu vois, quand tu publies, en fait, aujourd'hui, tu peux programmer tes posts sur LinkedIn. C'est quelque chose qu'on peut faire. D'ailleurs, moi, désormais, je le fais, mais parce que ça me génère moins de charge mentale. C'est-à-dire que comme je publie généralement le matin entre 7h30 et 8h30, je m'empressais, en fait, de retaper mon truc, d'uploader le fichier, de regarder Entre le si café et le brossage voilà. de dents. Exactement. Voilà. Et du coup, là, le fait de le programmer à l'avance, en fait, c'est de la charge mentale en moins. Mais s'il vous plaît, c'est pas parce que vous programmez votre carrousel qu'il faut pas vous connecter et être actif sur LinkedIn à l'heure où vous publiez, parce que comme d'autres réseaux sociaux, comme Instagram, hein, qu'on a cité plusieurs fois aujourd'hui, en fait, le fait d'être actif sur la plateforme un peu avant et un peu après le moment de la publication de votre post va générer plus d'interactions sur votre post par simple effet de réciprocité, parce que vous allez commenter ou liker les posts d'autres créateurs. Ça, c'est un super tip qu'on a tendance à oublier. Et je vais même te faire un aveu. Parfois, même moi, par fainéantise, je l'oublie. Pas bien. Non, c'est pas bien, mais enfin, en même temps, voilà, je dis aussi la vérité, c'est que on n'est pas tous parfaits et on peut avoir des manquements, mais je peux du coup témoigner qu'il y a une vraie différence. Les fois où j'oublie et que je suis un peu feignante, c'est pas pareil. Ouais. Non, mais tu n'es pas la seule. Ça m'arrive aussi. Moi, ce qui m'arrive de Non, temps pas en toi, temps, toi, c'est pas possible. Si, je te jure. Je publie. Alors, ça m'est arrivé hier, j'ai publié en disant le lien est en commentaire et j'ai oublié de mettre le lien dans le commentaire. Non, mais c'est rassurant quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a beau être quand même rompu à l'exercice, ça peut encore arriver. Donc, on se flagelle pas. Ça arrive à tout le monde. On connaît les bonnes pratiques, on essaye de les appliquer et peut-être c'est pas 100% du temps, mais si on y arrive déjà à 90, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal. Ok, donc n'oubliez pas, vous pouvez programmer vos carousels et c'est une bonne astuce parce qu'il y a quand même un minimum de manipulation quand on met en ligne un carrousel. Donc vous le faites, vous le programmez et puis si vous avez peur d'oublier quand est-ce qu'il est paru, vous mettez un petit alarme 10 minutes avant pour commencer à vous engager avec d'autres créateurs et d'autres utilisateurs de LinkedIn. Et puis, quand il est publié, vous allez répondre aux commentaires ou vous engager également avec d'autres créateurs et vous allez voir, ça va donner un petit coup de boost. Donc ça, c'est un super tip. Merci Fabien. Il y a un élément qui marche bien, en fait, c'est d'ajouter une photo de soi. Donc moi, par exemple, je mets une photo de moi sur la couverture. Bon, c'est un petit peu beaucoup, souvent la même, j'avoue.
Et sur la dernière page, là, je joue sur les biais cognitifs d'effet de primauté et d'effet de persistance, qui sont des biais cognitifs qui disent qu'en fait, on retient plus facilement la première chose, le premier élément d'une liste et le dernier élément d'une liste. Du coup, je le fais là. Et un truc qui marche super bien aussi, c'est d'ajouter des images ou des photos de ce que je vais appeler des figures populaires. Donc, par exemple, moi, j'ai déjà fait des carousels où je vais intégrer des humoristes dedans, genre je vais mettre Jamel, je vais mettre Gad Elmaleh, des figures que les gens aiment bien, et je vais leur faire dire des choses ou commenter en fait mes tips ou les astuces que je vais donner dans les carousels. Et en fait, l'effet que ça a, c'est que ça fait rire les gens, du coup on est sur de l'émotion primaire et ça fait réagir plus. Et deux, c'est que en fait les gens ont tendance à commenter parce que ce sont des éléments qui sont un petit peu des surprises en fait. Moi, j'en avais fait un avec en couverture la tête de Mark Zuckerberg et ça avait super bien marché. Et un autre avec Dr House aussi. Donc, je ne sais plus le nom de l'acteur, mais c'était dans le rôle de Dr House qui avait super bien marché. Mais c'est un bon tip d'utiliser des images, on va dire, connues, des personnalités connues et d'avoir un fil conducteur comme ça. Ça demande un peu plus de travail, c'est sûr. Mais de temps en temps, se craquer un peu sur un carrousel top niveau, c'est bien aussi. Est-ce que tu as d'autres petits conseils comme ça pour, on va dire, optimiser? Ce que je disais au début, c'était sur la fréquence de publication. En fait, moi, ce que je conseille, c'est de créer un rendez-vous. Donc moi, par exemple, tous les vendredis, je publie ce que j'appelle la leçon marketing du vendredi sous format carrousel. Et donc, quand je le fais pas, ou quand je fais un autre format ce jour-là, j'ai des messages de gens qui me disent, mais alors, elle est où ma leçon marketing? Le truc le plus important, en fait, c'est ce que je vais appeler, pas on a parlé de CTA tout à l'heure, mais en fait, moi, j'aime Donc, de bien le call to terme. action, appel à action. Ouais, j'aime bien le terme CTE, en fait, le call to engagement. En fait, c'est inviter les gens à faire une action d'engagement vis-à-vis de votre contenu. C'est-à-dire soit de vous suivre sur la plateforme, soit de commenter, soit de liker, etc. Et ça, c'est quelque chose qui marche parce qu'on a tous tendance à faire ce qu'on nous demande, quoi. Si les gens ne nous demandent pas de liker, parfois on ne le fait pas. Alors que quand on le demande, en fait, on va avoir une propension plus importante de faire de... C'est un super bon rappel. Et moi, je voulais aussi préciser un truc, c'est que je le vois un peu trop souvent, c'est que les carousels, c'est pas forcément fait pour vendre directement. Et des fois, je vois directement l'offre à la fin. Alors, si on est en pleine promo, il n'y a pas de souci, mais on peut pas être en pleine promo non-stop 365 jours par an. Des appels à action ou conversation, du style liker, inscrivez-vous à la newsletter, envoyez-moi un MP, des choses plus légères, eh ben, ça fonctionne aussi très bien parce que ça, comme tu le dis, ça permet d'avoir de l'engagement. Et c'est la première étape avant d'envisager une transaction. Tout à fait, ouais. Et en fait, c'est vraiment ce que tu dis. En fait, il vaut mieux faire des carousels qui sont ce que je vais dire ce que je vais appeler des tutoriels ou des guides, comment faire ceci, comment faire cela. J'ai des carousels qui ont super bien fonctionné. Par exemple, j'ai fait un carrousel sur comment utiliser les hashtags sur LinkedIn, qui a cartonné. J'en ai fait un autre qui a énormément fonctionné aussi. C'était comment utiliser les sondages sur LinkedIn, la vérité, pour générer des leads. Ça permet de se positionner vraiment comme un expert, comme un éducateur sur son marché. Et du coup, ça crédibilise énormément et on n'est pas encore dans l'étape de vente, comme tu l'as dit. En fait, pour moi, c'est l'étape où tu vends sans vendre. Ouais, tu te positionnes. Exactement. Ça, c'est valable pas que pour les carousels d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Super. Alors moi, je vais faire un petit récap pour rien oublier sur comment on crée des carousels qui déchirent. Donc, tu m'arrêtes si je fais des erreurs. Étape 0, la stratégie éditoriale, il faut l'avoir en tête. Étape 1, je choisis ma cible et j'ai bien dit ma cible au singulier, pas au pluriel. Étape 2, bien choisir son sujet. Et le sujet, c'est pas juste ce qui nous fait plaisir, c'est un sujet qui est un sujet d'intérêt pour la cible qu'on veut adresser. Étape 3, c'était le copywriting. Donc là, tu nous as donné plein de tips sur comment je vais rédiger correctement mon carrousel. Étape 4, le design. Et on a vu ensemble que finalement, on s'en fait une montagne, mais qu'en réalité, avec deux, trois bons templates, on s'en sort très bien. Étape 5, la publication. Et je crois qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Fabien, j'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais nous partager un outil que tu trouves super utile et on va dire sans lequel tu ne pourrais pas vivre pour tes carousels? Alors, je vais en partager deux. Le premier, on l'a déjà cité aujourd'hui, c'est Canva. En fait, c'est un outil de design pour les non-designers qui est assez extraordinaire et c'est très facile d'appréhender l'outil. Donc, je conseille à tout le monde de l'utiliser. Moi, j'ai une version payante, mais en fait, la version gratuite, elle permet déjà de faire énormément de choses. Moi, j'ai la version payante et pour moi, c'est le meilleur investissement qui existe.
Ouais. Et alors, le deuxième outil qui est surtout utile si on n'a pas la version payante de Canva, justement, c'est un petit site internet qui s'appelle remove.bg, donc remove.bg, qui veut dire background, hein, pas beau gosse. Ça permet en fait de retirer l'arrière-plan d'une photo portrait. Donc, en fait, ça va super vite. On va sur Google Images et on tape photo de Gad Elmaleh, par exemple. On fait clic droit ou contrôle-clic et on prend l'URL de l'image, on le met sur le site et il vous sort l'image sans le fond en PNG que vous pouvez facilement réutiliser dans vos carousels. C'est un super outil. Merci de ce partage parce qu'il y a encore plein de gens qui se demandent comment on fait pour retirer les backgrounds et qui galèrent sur Photoshop alors que non, il n'y a pas besoin, ça existe et c'est gratuit et c'est en ligne. Merci beaucoup Fabien pour tous ces astuces et tous ces conseils que tu nous as partagés. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de découvrir tous tes fabuleux carousels? Bah, mes carousels sont sur LinkedIn, donc je suppose que tu mettras le lien vers mon profil. Je mettrai le lien, bien entendu. Pas de chaque carrousel, hein. Je vais mettre le lien de ton profil Ouais, et ouais, puis je ouais. laisserai chacun aller voir tes carousels parce qu'il y a quand même une bibliothèque assez impressionnante. N'hésitez pas à aller chercher l'inspiration d'ailleurs. Moi, je sais que tu m'inspires beaucoup et tu m'inspires aussi à passer à l'action. Est-ce que il y a d'autres endroits où on peut te retrouver? Tu parlais, tu as un site ou... Ouais, j'ai lancé une newsletter qui s'appelle Le Cockpit. Et donc, c'est sur Substack, c'est lecockpit.substack.com. Le lien sur mon profil LinkedIn, donc vous retrouverez tout ça là-bas. Et j'ai mon site web, lasupergrosseboîte.com. Bah top. Un grand merci Fabien et à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, pensez à le partager sur vos réseaux sociaux en nous taguant. Si vous avez déjà laissé un avis 5 étoiles sur Apple Podcast, vous avez toute notre gratitude. Et si ce n'est pas encore le cas, j'espère que cet épisode vous a donné envie de le faire. À très bientôt.